Critiquer l'idéologie du développement, c'est cool si vous aimez la théorie, mais ça ne répond pas vraiment aux besoins concrets des populations. Alors, question importante, comment est-ce qu'on passe à l'action ? Comment est-ce qu'on applique des idées en milieu rural en respectant les terroirs et les cultures spécifiques à chaque parcelle de l'Afrique ? Pour répondre à ces questions, avec Mariam Tamoussanang du podcast Afrotopique, nous avons été rencontrer Mariam Sow, une femme de terrain proche de Samir Amin. Mariam Sow, c'est la présidente d'Enda Tiers-Monde et c'est quelqu'un qui est une grande voix d'une écologie durable, paysanne, enracinée dans les pratiques et les modes de vie traditionnels du Sahel, mais pas traditionnaliste. C'est une parole importante aujourd'hui et c'est vraiment, elle revient aussi sur tout son parcours parce que Mariam Sow, elle a rejoint les équipes d'Enda, elle était très jeune et finalement elle y a fait toute sa carrière. C'est une ONG internationale, une ONG de terrain. Les ONG dans les pays du Sud, ça a souvent été l'équivalent de l'université qui proposait des postes à des chercheurs critiques et Enda Tiers-Monde, c'est vraiment une ONG qui a placé au cœur de sa pratique et de ses méthodes de fonctionnement la recherche-action, qui a développé des méthodes de travail très innovantes très tôt et réfléchi à la condition paysanne très tôt. Mariam Sow, bonjour. Bonjour Mariam. Vous êtes la présidente du réseau international Enda Tiers-Monde. Enda Tiers-Monde, c'est une organisation non gouvernementale fondée à Dakar en 1972 et qui cherche à mettre en place des méthodes concrètes de développement durable adaptées aux réalités africaines. Quelle est leur vision ? C'est une vision qui se repose sur, en tout cas, un changement porté par les acteurs au niveau des communautés, au niveau des pays concernés. Une fois, je parlais avec Jacques, j'étais venue toute nouvelle, et je dis environnement, développement africain, comme vous l'avez dit. Il m'a dit non, Mariam, Enda, c'est environnement, développement, action. Donc, c'était mes premiers jours à Enda. Donc, pour dire que Enda, l'action est au cœur de sa vision. Il faut réfléchir, il faut penser, mais il faut agir. La pensée à elle seule, c'est-à-dire théoriser le développement, théoriser les changements de façon scientifique, certainement c'est bien, mais il faut que cela soit combiné avec des actions avec ces communautés-là. L'objectif d'Enda, c'est donc de proposer des actions portées par les communautés, mais sans s'inspirer des programmes de développement copiés sur le modèle européen. Le fait de penser que le développement, c'est du couper-coller, ça nous a amené à créer des ruptures entre nos valeurs, certaines pratiques en termes de savoir, et qui aujourd'hui, on pense que ça devrait être le socle de notre développement. Si on regarde le système de production agricole africain, si on regarde notre méthode de lutte contre les maladies avec les plantes médicinales, par exemple, et tout ça, on nous a dit non, ça a été balayé de revers de main en disant que non, on ne produit pas, il faut produire plus, il faut utiliser beaucoup de surface, il faut, en tout cas pour avoir des moyens et faire ce développement coupé-collé, pouvoir construire, pouvoir faire ceci et cela. Et ça, aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, on sent que Enda avait raison de dire halte à un certain nombre de systèmes, à un certain nombre de pratiques qui, quand même, je ne dis pas qu'il fallait conserver tout ce qu'on a, mais c'est ça qui devrait être le socle de tout ça. Et les scientifiques devraient s'appuyer sur ça et créer une évolution à laquelle les communautés, nos politiques publiques vont s'appuyer pour construire un modèle de développement qui correspond aux pays du tiers-monde. Je ne dis pas qu'il faut continuer ce qu'on faisait, mais qu'on change avec les communautés, qu'on améliore avec les communautés et qu'on améliore aussi en connaissance de cause
où tout le monde apporte son grain de sel. Donc, on a trouvé des systèmes de gouvernance au niveau de nos territoires qui étaient là et qui sont fondés sur nos valeurs, en partant, en tout cas, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, au lieu de revoir, et les gens le répètent toujours en parlant de la charte du Mandé. Donc, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était là. La charte du Manden, ou charte du Mandé, c'est un texte de loi qui aurait été proclamé par le grand souverain Soundiata Keïta, empereur du Mali, dans les années 1200. Donc c'est un très vieux texte qui nous a été transmis par des griots et qui a été retranscrit dans les années 1960. On y prône le respect de la vie humaine. Par exemple, une phrase dit « Une vie est une vie. Une vie n'est pas plus ancienne ni plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une autre vie n'est pas supérieure à une autre vie. » Mais il condamne aussi l'esclavage. La guerre ne détruira plus jamais de village pour y prélever des esclaves, c'est-à-dire que nul ne placera désormais le mort dans la bouche de son semblable pour aller le vendre. Personne ne sera non plus battu au mandé, a fortiori mis à mort parce qu'il est fils d'esclave. La charte est inscrite depuis 2009 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Ce texte d'une grande sagesse prouve que des valeurs qu'on considère aujourd'hui comme humanistes existaient déjà dans des sociétés africaines du XIIIe siècle. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais ça permet de libérer les imaginaires et l'horizon des Africains en disant que les Européens n'ont pas le monopole de la pensée progressiste. Toutes les cultures sont capables d'humanité, l'Europe n'est pas le seul modèle valable, on n'est pas obligé de se débarrasser des traditions africaines comme si c'était des formes culturelles archaïques et barbares. La culture de l'arachide, la culture cotonnière, la riziculture, la culture industrielle de tomates, tout ça, ça n'a pas changé, ça n'a pas augmenté nos revenus. À partir de là, en fait, quels ont été les outils et les méthodes qu'a utilisé ENDA pour construire justement ce développement endogène? Ces visionnaires d'ENDA-là, quand ils ont décidé de mettre en place ENDA, ils se sont reposés sur une méthode et des outils qui ont été un socle très fort d'ENDA, c'est-à-dire se croire à la diversité. Et cette diversité a fait que ENDA s'est reposé selon les problèmes du développement, selon les problèmes, en tout cas les mécanismes qui créent de la pauvreté. Il y a eu des chercheurs, en plus de Jacques, où chacun a eu une porte d'entrée. Donc, c'est mettre en place ces entités, la diversité des entités thématiques au niveau de l'organisation. Et parmi ces entités thématiques qui ont aujourd'hui une certaine autonomie en termes de réflexion, en termes stratégiques, en termes même de mobilisation des ressources. Donc ça a permis à ENDA d'avoir un enracinement très profond à l'intérieur des différents pays auxquels s'est implanté ENDA. Donc parmi ces entités, il y a eu ENDA Pronat, donc que j'ai eu à coordonner et qui est parti sur une thématique, les risques liés à l'utilisation des pesticides. Donc, cette stratégie de ENDA de donner à tout un chacun la possibilité en tant que chercheur pour, je prends le cas de ENDA Énergie sur les problèmes climatiques, le cas de ENDA Graph qui est parti des problèmes de chômage et qui aujourd'hui dans toutes ces dimensions, à l'intérieur des communautés, des quartiers, des villages et partout. Le cas de ENDA Ecopop aujourd'hui qui travaille sur la décentralisation, la gouvernance locale à l'échelle africaine. Donc, tout cela a aidé ENDA, en tout cas, à asseoir une démarche de recherche-action. Donc, ce qui fait que ce n'est pas que ENDA Pronat, avec ses scientifiques, va sortir dire que les pesticides sont dangereux. Non, c'est aller dans les communautés, voir ces populations-là à qui on a appris à utiliser les engrais et qui ne les utilisaient pas. Ces populations à qui on a dit, non, si tu as des ravageurs, il faut utiliser du poison.
quelles sont les conséquences, les risques, quels sont les résultats que ces populations-là, en tout cas, ont tirés de cette innovation, entre guillemets, scientifique qui devait aider à produire plus. Donc, ça a été d'abord un premier travail où le chercheur n'est pas allé au laboratoire pour sortir, pour dire que le malathion ou bien tel produit contient tel qui tue, mais c'est les populations qui disent que j'ai eu à utiliser tel produit, soit je l'ai mal utilisé, ou je l'ai mal conservé, ou que ma femme a acheté de l'huile dans un récipient qui contenait des pesticides et il y a eu des morts. Donc ça, c'est l'expression des communautés. Et c'est les communautés qui disent, là, les premières années, j'avais de très bonnes récoltes, mais à force d'utiliser les engrais, la terre est morte. Donc tout ça, c'est l'expression paysanne qui a pris conscience, en tout cas qui s'est interrogée. Donc ça nous a mis dans un processus de recherche-action par rapport à cette interrogation, quels sont les dangers des pesticides, les engrais, et comment arriver aussi à trouver des alternatives. Et là aussi, ce n'est pas Pronat seulement qui a cette démarche, dans toutes les équipes d'ENDA. La démarche se repose sur une recherche-action. Et c'est la recherche-action qui permet de construire des alternatives avec les communautés. Et ces alternatives construites avec les communautés, donc l'appropriation posera moins de problèmes. Maintenant, la politique des entités, c'est de faire de sorte que aussi que ces alternatives qui sont construites avec les communautés, comment les remonter, comment les visibiliser, comment arriver à faire de sorte que l'État s'en approprie. Parce que si l'État ne s'en approprie pas, nous, quelle que soit notre volonté, les changements seront difficiles. Maintenant, si je reviens à Pronat, ces interrogations nous ont poussé à dire que oui, c'est possible, non, c'est dangereux, mais que faudrait-il faire? Et nous sommes rentrés dans des expérimentations. Et là, je salue quand même la bravoure des femmes, et surtout les femmes de Bayar, de Ber, de Mbawan, dans la communauté rurale de Djender à Thiès, de Sinthiou-Dara, qui ont été les premières, parce que c'est les femmes aussi qui se sont heurtées beaucoup plus aux risques liés à l'utilisation des pesticides. Ou dans la recherche, ou à Djoïne, c'est une femme qui a acheté de l'huile et elle l'a mis dans un récipient qui contenait un produit toxique. Elle a fait de la cuisine avec, et comme le repas africain, la générosité africaine, c'est 19 personnes qui ont eu à consommer et qui sont mortes de ce produit-là. Et cette femme s'est suicidée. Là aussi, on a compris que les alternatives aux pesticides et aux engrais, ce n'était pas uniquement tu vas faire du compost. Ça demandait encore plus. Ça devait se reposer sur des changements, en tout cas une diversité de changements en ce qui concerne les politiques. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il fallait avoir des notions politiques pour que les politiques publiques qui importent ces pesticides, qui donnent ces engrais, arrivent aussi à comprendre et à jouer le jeu. On a compris aussi que, quelle que soit notre volonté, si nos alternatives ne permettent pas de gagner des ressources, et comme on nous a appris à aimer l'argent, les gens ne vont pas continuer à faire. Et on a compris aussi que même si les femmes sont engagées, s'il n'y a pas cette jeunesse qui s'accroche, s'il n'y a pas la communauté au niveau de la gouvernance des ressources foncières, par exemple. Parce que ces femmes-là, le problème c'était qu'elles n'avaient pas la bonne terre pour faire l'agroécologie. Donc, ça nous a poussé à organiser des formations pour essayer de créer davantage le brassage entre les techniciens et aussi les paysans, à reconnaître le savoir-faire encore davantage des communautés, à reconnaître le modèle organisationnel des communautés, à comprendre ce sont ces communautés-là qui peuvent aussi organiser la transformation de leur terroir. Tant qu'on n'arrive pas à cultiver
les alliances au niveau local, avec les élus locaux, avec toutes les organisations, les dynamiques, avec aussi les autres organisations, parce qu'on n'est pas seul dans ces terroirs. Nous sommes avec les services de l'État, nous sommes avec d'autres ONG qui portent la même vision que nous. Donc, c'est comment arriver à fédérer, à faire de sorte que ces changements que nous cherchons, que ça soit des dynamiques portées par l'ensemble des acteurs. Comme on est là pour dire non quand il faut dire non, mais on est là aussi pour proposer des alternatives, allons-y vers ces gens-là pour essayer de donner aussi notre contribution en termes d'alternatives. Et ENDA ne doit pas aller seul, nous devons aller ensemble avec les autres. Et là, ENDA Pronat organise aujourd'hui, avec l'ensemble des acteurs, depuis 2 ans, la retrouvaille au niveau national de tous les convaincus de l'agroécologie autour de la DITAES. La dynamique. La dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal. Qui réunit différents types d'acteurs, des chercheurs, des paysans, des institutions de recherche et des... Voilà. Dans l'objectif de produire des propositions fondées sur nos résultats, fondées sur nos expériences scientifiques, sciences paysannes et sciences fondamentales, mais aller aussi vers l'État. Cette fois-ci, ce n'est pas pour plaidoyer, mais c'est pour dialoguer. Comment arriver à instaurer un dialogue avec un gouvernement convaincu qu'il faut changer, mais qui aussi reçoit aussi de la pression internationale, parce qu'il y a des firmes qui cherchent aussi à faire leur propre développement, et ça se repose sur la conditionnalité donnée, et tout ça, ça fait partie des mécanismes qui continuent à détruire nos pays. ENDA cherche à instaurer un dialogue, mais les multinationales extérieures continuent à mettre la pression et les États étrangers tentent d'imposer leurs règles via les mécanismes d'aide au développement. Comment s'en sortir? On dit non. Ces terres-là, l'eau que nous avons là, cette jeunesse qui est refoulée dans les pirogues, qui part, qui revient, n'est-ce pas? Ce savoir endogène, ce savoir scientifique, comment allons-nous combiner tout ça pour que les Africains, que les Sénégalais, tout le monde, qu'on arrive à nous nourrir nous-mêmes, à produire en fonction de nos réalités. Comment arriver aussi à nous laisser organiser notre industrialisation rurale pour créer des valeurs ajoutées, non seulement à travers les produits agricoles, les produits halieutiques, les produits de l'élevage, mais aussi les produits miniers. Ce n'est pas parce qu'il y a partout de l'or, de gaz, de pétrole, qu'on dit allons-y encore fouiner, ruiner, creuser et après partir. Non, c'est à nous. Organisons l'exploitation de tout ça pour que ça puisse, pour une fois, de façon durable, progressive, créer des richesses et fixer les communautés. Donc tout ça, c'est le combat que ENDA porte dans sa globalité à travers ses différentes implantations. ENDA a son siège au Sénégal, mais c'est un groupe international. Beaucoup d'entités sont au Sénégal, mais nous sommes au Mali, nous sommes en Éthiopie, nous sommes au Madagascar, nous sommes au Vietnam, nous sommes en Amérique latine. Donc nous sommes un peu partout. Et nous essayons de mutualiser toutes nos préoccupations pour que ENDA, en tout cas ce que nous faisons, nous pensons que nous produisons des alternatives pour quand même un changement. Est-ce que vous avez un exemple à donner d'une initiative qui a été structurante et qui a une capacité de passage à l'échelle ou d'être répliquée dans d'autres terroirs ou dans d'autres pays? Se focaliser uniquement sur les fédérations paysannes, comme j'ai parlé de la territorialisation, c'est une bonne chose, mais il fallait aussi cibler les communes. Donc, où nous avons des communes aussi qui portent la vision avec ENDA. Nous sommes aussi dans la région de Tambacounda, à Koussanar, et dans plusieurs communes où nous avons aussi eu comme porte d'entrée le coton biologique, parce que c'était une zone cotonnière, et on a
pris le coton comme porte d'entrée, ce n'était pas pour faire des cotonniers, mais c'était pour aller vers quand même sécuriser les cultures vivrières, pour que tout le monde, comme on a fait avec l'arachide, au temps colonial, quand ça a donné un peu de devise, les gens se sont mis à déboiser, à produire, à cultiver. Et aujourd'hui, si on regarde ce que l'arachide donne aux paysans, est-ce que réellement c'est ça? Donc on a voulu éviter aussi cet aspect-là. Quand on parlait de l'or blanc en Afrique, on s'est dit, approchons-nous de ces gens-là pour que tout ne déverse pas encore sur le coton et qu'on tienne compte aussi des cultures vivrières. Et là aussi, dans le processus, on a mis une fédération en place avec les acteurs qui s'appelle Yakar Nyani Wuli, qui est autonome et qui même s'est libéré même presque d'Enda Pronat, donc qui conduit ses propres programmes. Peut-être ce n'est pas le coton, mais beaucoup plus sur l'agroécologie. Nous avons aussi accompagné la mise en place d'une fédération de paysannes pour la production de semences paysannes, qui est aujourd'hui une structure basée à Thiès, qui fonctionne de façon autonome et qui établit des partenariats normalement de façon égalitaire avec Enda Pronat. Donc on croit à l'autonomie des paysans. Et en même temps aussi, ces femmes braves qui appartenaient aussi à des réseaux de femmes au niveau national, et une fois qu'elles arrivent au niveau national, elles perdent leur capacité, leur pouvoir, c'est les femmes rurales. Donc on les a appuyées à se mettre en réseau national de femmes rurales, qui aujourd'hui aussi fonctionne. Et là, elles s'apprêtent même à aller en assemblée générale. On a approfondi en donnant encore plus d'exemples dans la version podcast de cette interview sur Afrotopic. Mais ce n'est pas si simple. Souvent, le travail réalisé avec les communautés est saboté par les politiques d'urbanisation rapide du pays, notamment dans la région de Dakar. Quel que soit l'engagement de ces communautés-là, et c'est des agriculteurs qui sont là-bas, c'est des éleveurs, mais avec la proximité de la ville, l'envahissement de Dakar, aujourd'hui, ces communautés-là sont en train de tout détruire. Avec l'État aussi, hein. Parce que si on avait une autre politique de développer les villes ailleurs, de ne pas tout concentrer à Dakar, peut-être qu'on allait avoir une capitale agréable où tu peux organiser des sorties dans des bas-fonds avec des agriculteurs qui sont là et qui font de bonnes choses. Mais là, tout est parti. C'est ça aussi qui rend la situation difficile. Quelle que soit la volonté de ces communautés aussi, si l'État ne voit pas ça, ce n'est pas possible. Et là, c'est des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Le terroir se rétrécit, la population augmente, les ambitions de la modernité, du développement entre guillemets augmentent, chacun a envie d'avoir de l'argent, donc tout est bazardé sans pour autant porter les générations futures. C'est douloureux, mais c'est ça aussi. Quelle forme peut prendre cette cette transition écologique africaine? Est-ce que d'abord on peut parler dans ces termes-là? Ça dépend de l'approche. Ça dépend aussi de comment on se comporte avec ces communautés-là. Parce que aussi, on ne peut pas opérer des changements sans cultiver une confiance des organisations qui prônent d'abord ces changements-là avec les communautés. Donc, il faut arriver à instaurer cette confiance, une implication, une participation, ne pas venir avec des documents, mais c'est apprendre un peu à produire ensemble. Pour que ça soit viable, je dis qu'il ne faudrait pas qu'on se positionne en tant qu'organisation qui apporte le paradis. Il faut arriver à être avec les gens et se dire que ce paradis-là, c'est à vous de le construire et on le construit, nous on vient en appui. Donc, si on arrive à faire ça à travers les villages, les communes, à l'échelle départementale, avec vraiment une attention particulière pour l'implication des acteurs, leur participation, qu'ils savent ce qu'on cherche, que ça ne soit pas un paradis caché où on dit allons-y, allons-y, non, qu'on parte ensemble. Et là, je crois que nous allons nous inscrire dans des logiques de changement viables. Et là, la reconstruction des relations avec donner la parole à tout un chacun, les femmes, les jeunes. Donc, c'est ça qui est important pour nous au niveau de la démarche. C'est certain
que le chemin sera long, avec une population qui augmente, avec ce monde qui est devenu un village planétaire, avec ces télévisions qui font voir des choses où les gens pensent que c'est du merveilleux et qui ne permettent pas de voir les cacahuètes qui sont derrière. Donc, tout ça, je crois qu'il faut de la patience. Il faut d'abord y croire, être convaincu. Si on n'est pas convaincu, ce n'est pas la peine. Donc, c'est pour cela que j'appelle les jeunes aujourd'hui qui sont engagés autour de la DUTAES, qui font ce travail-là avec les communautés, les convaincus des changements. Ce sont ces gens-là qui peuvent changer les choses. Exactement. On y croit avec Mariam Sow et avec toute l'équipe d'Enda Tiers-Monde. Il est possible de faire changer les choses. Mais pour y arriver, il faut être capable de croire en la jeunesse. Il faut se réapproprier toute l'histoire des luttes africaines en les adaptant au contexte contemporain. Il faut manipuler les nouvelles idées comme les vieilles traditions et savoir ce qu'il y a de bon à prendre ou à laisser. Pour approfondir et conclure cette série de l'été, nous sommes allés à la rencontre de Mariama Diallo, une militante écologiste qui est aussi docteure en anthropologie politique et qui a de belles pistes à nous proposer pour le futur. Cette série a été réalisée avec Marie Emta du podcast Afrotopique. Je vous conseille d'aller découvrir le travail gigantesque qu'elle réalise depuis 4 ans pour nous faire entrevoir la complexité des alternatives politiques africaines. Aussi, on a besoin de vos commentaires, toujours plus de commentaires, oh là là, et de vos partages pour que le maximum de personnes soient au courant de ces histoires et que l'algorithme booste notre série de 10 vidéos. Donnez vos avis, vos analyses, posez vos questions et à la semaine prochaine pour découvrir la suite de cette série de l'été. Ciao, ciao, ciao!